Bonsoir à tous, il est 19h51, désolé du retard, c'est la vie parisienne, bouchon obligé, couvre-feu obligé et merci au Covid. Donc ce soir, vous êtes sur IRM.radio dans l'émission You Can, l'émission qui repousse tes limites, nos limites et vos limites. Alors ce soir, j'ai un invité spécial. Son parcours, alors qu'il s'appelle Faisal Madi. Bonsoir. C'est bien ça, bonsoir Faisal. C'est ça exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et je suis toujours entourée de mon Clément. Comment vas-tu ? Tu m'as manqué Clément comme d'habitude. C'est gentil, merci, je suis toujours là moi. Ouais, mais Clément il ne dit jamais Salma, toi aussi tu m'as manqué. Mais si tu m'as manqué, mais j'ai fait tellement d'émissions, je sais plus avec qui je l'ai fait, il faut falloir à un moment donné. Merci pour moi, ça veut dire que je ne suis pas spéciale. Si, c'est gentil, ça me fait merci. très plaisir de faire l'émission avec toi. Merci Clément. Et ce soir nous avons Éléonore. Bienvenue, c'est la première avec toi, avec nous. Oui, merci Salma d'avoir permis d'être dans ton émission ce soir. Bonsoir à tous. Écoute, c'est un plaisir. Donc, Faisal Madi, à nous deux. Es-tu prêt ? Oui, très bien. T'es prêt ? D'accord. Pas de souci. Donc Faisal, 32 ans, d'origine... Clément, tu vas deviner l'origine ? Je sais pas, je dirais algérienne. Bien sûr. Bien évidemment. Alors, plus exactement de l'ouest de l'Algérie de Rezaouet. Né dans le 93. C'est bien ça, si je me trompe. Si t'es algérien, t'es dans le 93 en général. Ouais, aussi. Surtout qu'on est de Rezaouet. Exactement, Ouais, c'est vrai. Alors, tu as eu un cursus primaire, collège. Et puis au collège, tu t'es directement tourné vers une école de coiffure. Voilà, exactement. Mais de toute façon, depuis l'âge de 4 ans, je savais que je voulais être coiffeur. Donc après, arrivé en 3e, je savais exactement que j'allais rentrer dans une école de coiffure. Ce que tu voulais faire, voilà. C'est bien à 4 ans. Moi, à 4 ans, je rêvais d'être astronaute. Tu sais quoi, moi, c'était soit vétérinaire ou soit astronaute. Ah, moi, je rêvais d'être soit astronaute, soit présidente de la République. Bon, mes parents disent que heureusement que j'ai pas été présidente de la République. Au final, parce qu'apparemment, je suis une dictatrice, mais bon. Mais déjà, à 4 ans, avoir des projets, c'est déjà bien. Moi, à 4 ans, déjà, je voulais manger, c'était déjà bien. Tu sais, chez nous, on va dire, déjà à 4 ans, il faut savoir ce que tu veux. Ce qu'on veut, exactement. C'est dans les gènes, ça. Exactement, c'est ça. Donc voilà, comme tu as dit, tu as toujours été attiré par la coiffure. Tu as obtenu ton diplôme en 4 ans, spécialiste visagiste. C'est bien ça. Exactement, voilà. J'ai eu un CAP et ensuite un brevet professionnel. Et ensuite, je suis revenue dans le 93 parce que tu es parti sur Paris, c'est bien ça? Alors en fait, j'ai commencé, pour vraiment tout expliquer très rapidement, voilà. J'ai commencé donc mon apprentissage donc, en région parisienne, donc en dehors de Paris. Et donc ça m'a pas trop plu, je suis pas resté très longtemps parce que j'avais eu beaucoup de soucis au niveau de, on va dire, de mes origines. Et donc après, une fois que j'ai quitté cet endroit... C'est-à-dire des soucis par rapport à ton origine? Alors en fait, tout simplement, c'est que je m'appelle Faisal et donc le salon où j'avais été travailler, alors je ne citerai pas le nom de cette grande chaîne, mais à l'époque c'était très tendance tout ce qui était Star Academy et compagnie, et donc je voulais absolument travailler là-dedans pour pouvoir me retrouver en studio, etc. J'avais déjà des grands rêves. Et donc en fait, dès que je suis arrivé, on m'a dit écoutez, Faisal, ça va pas être possible le prénom. Il va falloir changer de prénom pour pouvoir être accepté par la société. Ils t'ont carrément fait changer ton prénom. Exactement. Et donc à cette époque-là, donc j'avais 15 ans et demi, et quand vous avez des rêves plein la tête, vous êtes, en gros, vous savez pas trop, vous connaissez pas le monde du travail. Et là, je me suis dit, écoute, ok, y a pas de problème, je vais le faire. Et donc je suis rentré chez moi, je me rappelle un soir, et j'ai dit écoutez maman, papa, aujourd'hui je m'appellerai... Tu t'appelles comment? Faisal. Grégoire. Je m'appelle Brice. Mais c'est choquant en fait. C'est choquant, surtout à 15 ans et demi. Du coup maintenant avec du recul, oui, je me rends compte que c'est choquant. Et surtout même voilà, c'est... Peut-être que t'as pas trouvé ça choquant au début parce qu'on était tellement stigmatisés arabe qu'il fallait changer, donc c'était normal pour toi. Ah oui, bien sûr, ouais. J'avais une coupe, je me rappelle, très dégradée. Alors on m'a dit voilà. Rien à voir, effectivement. Ça, ouais, non, j'avais la coupe très très courte, très dégradée, et on m'a dit voilà, tu vois, Faisal, la coupe dégradée. Ça le fait pas, tu vois. Tu rentres de vacances, t'es un peu trop bronzé. Les gens vont pas vouloir se faire coiffer par toi. Voilà, on m'a dit clairement cette phrase-là. Et quand on m'a dit cette phrase-là, j'ai dit
ok, bon bah d'accord, on va falloir changer un petit peu. J'accepte, il n'y a pas de souci. Et en fait, j'ai duré 5 mois et ces 5 mois, ça a été trop intense pour moi et j'ai pas supporté et j'ai tout plaqué. Et donc l'école m'ont laissé 3 semaines pour trouver un nouveau salon, sinon j'ai été viré de l'école. Et donc j'ai été directement sur la capitale, donc Paris. Et là j'ai travaillé dans le 6e arrondissement où on a accepté mon origine, mon prénom. Ah, dans le 6e, ils ont accepté ton origine et c'est ton... ça qui est incroyable, c'est qu'il y a des endroits comme le 8e, le 6e où on a accepté qui j'étais. Et des endroits comme le 93 ou le 78 qui n'ont pas accepté. Je crois que c'est dans le 93, ils voient trop de gens comme toi. Donc c'est ça, alors dans le 6e ils en voient pas, ils disent il en faut un peu des nouveaux, tu vois. C'est folklorique. Probablement qu'on est une bête de foire quand on arrive à Paris, je sais pas. C'est dingue. Hein. Et ouais, donc c'est dingue. Et donc voilà. C'est dingue. Bah, Éléonore, je pense que tu as des choses à nous dire sur la discrimination justement dans le travail. Alors moi, la discrimination, donc c'est vrai que moi je ne suis pas spécialement très concernée. Enfin, la discrimination, ça peut toucher différentes choses. Ça peut toucher le racisme, le sexe, également la religion et les personnes malades. Donc c'est vrai que moi, de par mon expérience, j'ai été aussi discriminée physiquement quand tu arrives, que tu es une jeune femme, que tu es blonde, que tu peux paraître peut-être un peu plus fragile. C'est des choses que j'ai vécues. J'ai eu des fois des sensations de rejet. Voilà, tout simplement par rapport à ça. Et il n'y a pas que quand on parle de discrimination, on parle beaucoup de racisme, surtout en ce moment, de cette période-là. En général, quand on dit discrimination, la première chose à quoi on pense, c'est discrimination raciale. Alors moi, j'ai noté une phrase, il faut juste que je la retrouve. Alors j'ai noté une phrase justement sur la discrimination qui est... Excusez-moi, hop. Donc la discrimination est l'acte de défavoriser une personne sur la base d'un motif tel que le sexe, l'âge, la religion ou encore l'état de santé. Le fait de discriminer quelqu'un est illégal et forcément pénalement répréhensible. Et le truc que moi je trouve dommage, c'est qu'on est en 2020 maintenant et c'est encore un sujet d'actualité. Soit c'était le cas quand tu avais 15 ans et c'est encore le cas aujourd'hui pour des minorités de personnes. Exactement. Donc rien ne change en réalité. L'histoire se répète et je suis sûre que dans quelques années, ça sera encore un sujet d'actualité. Malheureusement. Comme il y a eu l'exemple du producteur, là, Michel... Drucker. Michel, comment Drucker. Non. Michel, s'il n'y avait pas eu les caméras, il serait en prison. Michel, oui, d'accord. Oui, le producteur, avec les violences policières. C'était une discrimination, c'était un acte racial, c'était rentre chez toi négro, machin. Et s'il n'y avait pas eu les caméras, le pauvre, il serait en prison parce qu'ils ont dit que il a essayé de les molester, il a essayé de prendre l'arme de service. Je trouve ça, une personne... et t'as 3 flics devant toi, c'est quand même dur. Et surtout la raison pour laquelle il n'a pas porté son masque. Ok, vive le crime. Enfin, c'est un crime, je te dis pas, il a tué plusieurs personnes là, en ne pas portant le masque. Mais je trouve que la différence en réalité, moi si je peux me permettre de raconter une anecdote. Non, c'est vrai, bon, je me tais. Bon, ça ne se voit pas, mais je suis noire, oui voilà. Oui, je suis guadeloupéenne et mon arrière-grand-mère est la première noire du 93. Donc, elle a vécu le racisme. Ah oui, c'est vieux, effectivement. Oui, c'était en 1926. Depuis, elle a été rattrapée. Voilà, donc c'était la première. La différence, c'est qu'elle, quand elle a vécu ça, elle était toute seule, donc elle a vécu d'une manière différente. Et les choses n'ont pas changé. C'est vraiment le truc que je trouve dramatique. Je comprends pas pourquoi cette espèce d'acharnement qui se passe sur une catégorie de personnes, que ce soit au travail, que ce soit comme on le voit quand on se promène, t'as pas ton masque, t'es noir, on va te frapper. Non mais attends, il y a des hommes, on tue des hommes encore aujourd'hui parce qu'ils sont noirs. Parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont arabes, parce qu'ils sont... dans le métier de Faisal, ce qu'il m'avait dit la dernière fois dans notre conversation téléphonique, c'est qu'à son époque, la plupart des coiffeurs maghrébins changeaient de prénom. Oui. Et c'était en quelle année, toi? Alors moi j'ai commencé la coiffure en 2004. Et moi, c'est quand même récent, c'est pas un truc qui date de 20 ans ou de 30 ans. Ouais, c'est très récent. Ah mais j'avais le droit à des réflexions sans cesse. T'es habillé comme un arabe. En plus à l'époque les clichés des coiffeurs rebeux, c'était pas vous faisiez que de la tondeuse. Mais malheureusement le cliché il est toujours là. C'est ça ma question. Les gens qui viennent dans ton salon ils pensent que tu vas leur faire un dégradé. Non, j'ai eu au début il y a 4 ans quand j'ai ouvert mon salon, j'ai des clientes qui sont venues me voir qui m'ont demandé si j'étais coiffeur que pour Algériens. Mais c'est quoi cette... Encore aujourd'hui? Alors un petit peu moins parce que j'ai réussi à imposer mon nom et à imposer mon style et que je coiffe toute origine. Moi, c'est parce que ça, c'est les coiffeurs algériens, ceux qui coiffent avec un drapeau, non? Ah, c'est vrai qu'on a tendance à mettre notre drapeau. T'as un drapeau dans le salon? Alors non, je n'ai pas de drapeau dans mon salon. C'est bizarre. Non, du tout. Ni dans ma voiture. J'ai une petite question. Comment t'as fait, ou est-ce que tu as réussi un petit peu, comment t'as fait du moins pour sortir de ce cliché? En fait, je pense que c'est mes mains.
qui font le travail. Tout simplement, mes mains, je suis resté le même, mais avec les mêmes envies, les mêmes objectifs, les mêmes objectifs. Mais je veux dire, je pense que c'est mes mains, le fait de me démarquer, de fermer ma bouche au départ. Ouais. Surtout, je me suis tué plusieurs fois pour montrer, voilà, regardez mon travail, mais regardez pas qui je suis ou d'où je viens. Il y a des fois où même dans des boulots où j'ai été travailler, j'ai dû mentir. J'ai dû mentir, carrément, je ramenais même pas mon CV. Regardez ce que je fais. Oui. C'est tout simplement. Ça veut dire, me jugez pas que je vienne de Aulnay-sous-Bois, RERB, automatiquement. Dès que je donnais tous comment on appelle ça ? Ces informations sur Ces toi. informations, ça bloquait automatiquement. Automatiquement, c'était bloqué. Moi, ce qui me surprend d'autant plus, c'est que donc tu disais que tu voulais travailler pour la Star Academy, donc Ouais, milieu showbiz, soi-disant un milieu ouvert. Alors que c'est pas du tout ouvert. On le sait que c'est pas du tout. Voilà. C'était quoi ton rêve de coiffer Jean-Pascal? C'était quoi le... Alors non, pas du tout. Alors en fait, si vous... le truc, Ou c'est que- Jennifer. le Non, mais truc, c'est Jennifer, que- j'ai envie de te dire, tu vois, plus tard, elle a une carrière, tu te dis, ouais, ça peut Ça va, ouais. Jean-Pascal, il a fait. Je voulais coiffer pour la Star Academy quand j'étais plus jeune, parce que je rêverais de rentrer dedans en fait, de faire l'émission après par la Ouais, suite. tu chantais ? Je chantais, ouais, et je chante toujours, mais pour moi maintenant et C'est pour vrai ? mes enfants. Ah, tu m'as pas dit. Oui, si, mais je chante pour moi et mes enfants, voilà. D'accord, donc là, tu vas pas nous faire un truc Oh, peu importe, après, après à la fin de l'émission. il n'y a pas de souci, avec plaisir. Donc, alors moi, ce que je voulais savoir, c'est, tu as fait visagiste. Oui, Et quand tu as eu ton premier job, tu t'es dit comme coloriste. exactement. C'est bien ça. Et c'est quoi la différence entre... Bon, visagiste, c'est les coupes d'après C'est le ça. visage et tout, mais la couleur vient avec, non ? Alors en fait non, parce que au départ on avait un cursus où il fallait choisir ou visagiste, styliste visagiste ou coloriste. D'accord. Et en fait le styliste visagiste c'était tout ce qui était chignon, coiffure du soir, podium, shooting photo, coupe de cheveux par rapport à la morphologie du visage, les yeux, tout ça en fait, là, le port de tête. Et donc ça m'intéressait énormément parce que j'aimais beaucoup le milieu de la mode aussi. Donc je m'étais dit un jour je ferai du podium, un jour je ferai du shooting. Je l'ai fait par la suite et je me suis consacré que à ça. La coloration m'intéressait pas plus que ça, je connaissais mes bases mais voilà. Sans plus. Et puis c'était pas très tendance à cette époque. Tout le monde était coloré, on va dire. Voilà, on n'allait pas plus loin. La mode de la coloration est arrivée après. Et Avant, c'était le décapage ou sinon du noir ou du marron. À l'époque, ou, on faisait des balayages. C'était de l'acajou, je me rappelle à l'époque. Oui, Ah, c'est horrible beaucoup. cette couleur. L'acajou, c'est pas un peu rouge là Oui. On va pas dire que c'est horrible. Ah, c'est horrible. Bah non, c'est pas. Aucune si, coloration est en fait, horrible. ça va pas. L'acajou, c'est les couleurs de vieille, non? Mais pas du tout. Exactement, Non, l'acajou, non, ça fait non. vraiment. Mais l'acajou, ça fait vraiment cliché. Non. Bah, tu vois, à Alger, elles avaient toutes de l'acajou, tu alors, vois. oui, si on prend la femme maghrébine, si la femme maghrébine déjà n'aime pas trop cette coloration parce que ça leur fait rappeler le henné. Oui, c'est ça. Voilà, le henné des grands-mères. Et donc, du coup, elles ont toujours un problème avec ce reflet-là. Et c'est vrai que la femme maghrébine, si souvent elle est mate de peau, on va lui proposer des choses peut-être dans le sens contraire, dans les tons froids. Après, quand on est blanche de peau, on n'aime pas les blonds, par exemple, qui virent dans le doré. Oui, Même le comme moi, côté par polaire. exemple. D'accord. Voilà, tout ça en fait, mais ça fait pas. C'est une histoire. Hein. Et donc, quand tu as commencé en tant que coloriste, ils n'avaient pas détecté que tu ne connaissais pas. Alors en fait, justement, donc j'ai été dans le 6e arrondissement, j'ai fait tous mes examens là-bas, donc je suis resté, on va dire, à peu près 5 ans. Un super patron, Tony, qui m'a vraiment tout appris et vraiment, je le remercie jusqu'à maintenant et je suis encore en contact avec lui. Et donc, je regardais, il y avait une coloriste qui travaillait dans le salon, je m'intéressais à tout en fait. Et je bouquinais énormément, et puis il y a YouTube qui est arrivé, donc on regarde, etc., on s'intéresse. Et un jour, les années sont passées, et je me suis dit, ah, zut quand même, il manque quelque chose dans mes mains en fait, il manque un truc en plus. Et je voulais absolument travailler dans des salons de luxe. Ah ouais, j'ai tellement eu d'envie dans tout ce parcours. T'as bien raison. Je voulais travailler dans des salons de luxe et en fait... Il a toujours voulu être dans le luxe, Star Academy, La folie des grandeurs, hein. voilà. Ouais, voilà, c'est... Salon de coiffure luxueux, mais je te comprends. C'est ça, Faisal. je voulais trop être dedans et donc du coup j'arrêtais pas d'appeler, je démarchais et
Non, vas-y. Ah d'accord, ok. C'est l'ambiance, faut pas attaquer, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance, ok, pas de souci. Et donc du coup par moi-même en fait, donc je contactais et à chaque fois on me refermait la porte. Alors parce que moi je disais la vérité. Pour oui. ça, pour ce que tu étais. Bah pour ce que j'étais. Bonjour, je m'appelle Faisal, je viens du 93. Ah oui, mais bon les transports, ça va être un problème. Ah oui, vous avez une clientèle luxueuse non, pas du tout. Mais voilà. Et un jour j'ai contacté un salon très huppé à l'époque qui était dans le 8e rue de la Boétie. Et donc je me rappelle, je les ai contactés, ils m'ont demandé voilà, on a notre coloriste qui nous a quittés, vous êtes coloriste? Ah oui, je suis coloriste. Mais alors je n'étais pas du tout coloriste en fait, pas du tout. Et il me dit ok, vous venez demain, vous ramenez un modèle blonde, une modèle blonde et une modèle brune. Je suis ok, y a pas de problème. Je me rappelle, j'avais ramené ma femme et ma cousine et les filles elles m'ont dit mais à part faire des racines au salon, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Ouais, t'inquiète. Ah, je t'ai dit, t'inquiète. Je suis arrivé là-bas déjà, la boule au ventre et tout. Et là, on m'a mis c'était un salon appartement, très haussmannien, etc. Et là, on m'a dit, écoutez, voilà, on vous laisse carte blanche, il faut que ça soit naturel, mais il y a du changement. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai sorti mes nuanciers et là, en fait, je pense que c'est une passion. C'est ça. C'est si on l'a ou on l'a pas. Ouais. Et donc, du coup, j'ai une adrénaline en moi qui était un kiff de fou. Et là, j'ai dit, vas-y, let's go. Mais on est d'accord que la coloration, quand c'est brun, c'est plus facile. Mais quand c'est blond, c'est plus technique. Même le brun, c'est compliqué parce que si vous faites du brun et que la fille veut avoir des reflets cendrés dans son brun, il faut savoir doser à tel moment. Justement, en venant, quand ils t'ont dit ramène un modèle brun, enfin une modèle ou un modèle brune ou brun, blond ou blonde, comment t'as fait ? Et toi, tu n'es pas du tout coloriste, alors que c'est très technique. Alors, parce qu'il y a des dosages, on est d'accord. Exactement, ouais. Alors après, je connaissais mes bases, certains dosages, etc. Après, c'était, on va dire, le côté... comment expliquer ? Au lieu de faire des mèches classiques ou etc. À l'époque, ça commençait à être à la mode des ombrés. D'accord. Donc là, en fait, je me suis amusé à faire comme un peintre, en fait. Je sais pas comment expliquer. On vous met un tableau vierge. Oui, j'ai créé avec mes pinceaux. Mais du fait, t'as réussi ton essai ? Et du coup, j'ai réussi l'essai. J'étais choqué. Moi, j'en ai même pleuré, pour le dire la vérité. On m'a signé le contrat le jour même. Wow. On m'a même pas laissé faire une période d'essai ou autre. On m'a dit, c'est bon, allez, c'est bon, tac, tac. M6 m'a contacté une semaine après. Je me suis retrouvé sur M6. On va faire quoi sur M6 ? Une émission de relooking. Et là, je me suis dit, ah bon, moi toi, Clément. Et je me suis dit, bah top. Et donc, j'ai fait l'émission de télé. Et, c'était quoi comme émission ? C'était Top Tendance. Ça passait les samedis après-midi, je crois. Ça n'a pas marché, hein ? Oh bah maintenant. Désolé parce que j'en ai jamais entendu parler, c'est pour ça que je dis ça. Le mec qui dit ça n'a pas marché, c'est pas à cause de toi évidemment. Ah non, du coup. Puis là, il y en a, ils font une émission sur la 6 là, Roulou. Oui, c'est vrai, exactement, ouais. Non, bah j'y suis pas. Et moi j'ai une petite question pour revenir un petit peu à la discrimination. Apparemment, tu as eu beaucoup de bâtons dans les roues. Ouais. Est-ce que ça t'a donné, à un moment donné des doutes sur toi, eu envie d'arrêter ? Alors non, jamais. Jamais, t'es trop passionné. Ouais, je suis trop passionné et j'ai toujours dit que je voulais pas être quelqu'un de lambda. Ça veut dire que je m'imposerai et un jour on entendra parler de moi, quoi qu'il arrive. Et je le répétais tout le temps et mes parents, arrête de rêver. et franchement, non. Alors dis-moi, quand on a subi toute cette discrimination, parce que après... Moralement, quand tu dormais le soir, tu te dis pas mais tiens c'est bizarre, je change mon prénom, mais tiens c'est bizarre ceci, tiens c'est bizarre, ça joue quand même sur le moral. Dans toute cette histoire, c'est un coup de devenir schizophrène surtout. Grave, comment on appelle en fait justement j'ai eu un déclic par rapport à ça, c'est que quand j'ai quitté ce premier salon, ensuite je suis arrivé à Paris et donc quand j'ai terminé on va dire mon contrat sur mes 5 ans, j'ai voulu revenir sur ma banlieue. Voilà, venir avec toutes mes bases, les choses que j'avais appris et j'avais postulé dans un salon dans le 93 et donc je suis arrivé là-bas. Ah oui, on veut un garçon et c'est très rare dans le 93 un garçon coiffeur qui coiffe des femmes. Souvent c'est les garçons pour les garçons, les filles pour les filles. C'est pas comme à Paris. Et donc la patronne me dit oui alors tu t'appelles Faisal. Alors j'avais les cheveux longs et je me rappelle j'avais une main de Fatma autour du cou. Et elle me dit, par contre, ça va pas être possible de s'appeler Faisal. Et là, j'ai fait un bond en arrière, en fait. C'est horrible. Et là, j'ai dit, ah oui, mais pourquoi ? Je m'attendais pas à ça. Et là, elle me dit, bah écoute, oui, par rapport à la clientèle, nous on a une clientèle très européenne, donc, et c'était pas vrai, elle avait une clientèle de tout, mais c'est juste que ça faisait plus beau pour elle. Et elle me dit en plus, et moi pour rigoler, je lui dis, ah il faut aussi que j'enlève ma chaîne aussi, que je change. Elle me dit non. Justement, la chaîne, garde-la. C'est très bien, ça fait très feuge.
Tout à fait, Non, oui, ah oui c'est ça, exactement. La main de Fatma, ça fait fèche? Oui, parce que Ouais. c'est une culture, c'est culturel. Les juifs séfarades, les juifs séfarades viennent du Maghreb. Ouais. Donc automatiquement, nous avons la culture de la main de Fatma. Donc eux aussi, c'est pareil. D'accord. Tu sais, les juifs séfarades et les maghrébins musulmans, c'est la même chose. On est la même race. c'est des maghrébins, c'est sauf qu'on est de confessions différentes. Exactement. C'est tout simple. Et donc- La nourriture, c'est pareil. C'est ça, Les quoi. séfarades, C'est juste la croyance qui diffère. Voilà, c'est juste la confession. Tout à fait. Et donc à partir de ce moment-là... Donc tu t'es appelé Fred le séfarade. Exactement. Merde. Je me suis appelé Fred pendant 1 an et là j'ai pété les plombs. Ah bah oui. Ça veut dire Ça que fait trop là, de prénoms là. ça a été trop pour moi. J'ai tenu 1 an et à la fin, c'est moi qui est parti. Mais j'ai été obligé d'aller la voir et lui dire, écoutez, moi j'en peux plus. J'en peux plus qu'on me change mon prénom, j'en peux plus qu'il y a tout le temps ces sous-entendus là. Moi, c'est bon, je prends mes affaires, je pars quoi. Et rester. Et donc quelques années après, quand j'ai ouvert mon salon, j'ai le magazine Gazelle qui est venu vers moi, qui a fait un article. Justement, Voilà. sur ça, déjà avant de parler de l'article La Ok, Gazelle, pas de souci. dans tout ton parcours, là, le début, on va dire, de ta carrière, est-ce que tu as trouvé de la bienveillance? De la bienveillance Oui. envers. Est-ce que les gens étaient bienveillants avec Et toi? alors, donc, du coup, oui, les clientes. C'est les clientes qui se sont battues pour moi, dont une que je pourrais peut-être préciser. Oui, oui, tu peux. Elle s'appelle Nassima. Et je l'ai connue en 2009, donc dans ce salon-là. Et Nassima, elle m'avait dit, écoute, je faisais ces brushings toutes les semaines. Elle me regarde, elle me dit, dis-moi la vérité, tu ne t'appelles pas Fred. Et là, j'étais là, écoute, oui, non, je m'appelle Faisal. Elle me dit, à partir de maintenant, c'est Faisal qui me coiffe, c'est pas Fred. Et donc toutes les semaines, elle rentrait et elle disait, c'est Faisal, non c'est Fred, c'est Faisal, non c'est Fred. Et c'est resté comme ça. Et bon, c'est toujours ma cliente, on se voit toujours et c'est devenu même une amie. Et donc du coup, il y a eu plein de clientes comme ça qui ont eu de la bienveillance. Et donc en 2014, tu avais décidé de travailler à domicile. Et avant ça, tu avais fait des shootings, des défilés de mode. C'est ça, j'ai travaillé par moi-même. Voilà, grâce aux réseaux sociaux, j'ai pu travailler pour des agences comme l'agence Mademoiselle, l'agence VIP, etc. Pour un magazine qui était au Maroc aussi. J'ai fait pas mal de choses comme ça, de l'événementiel. Et donc, du coup, j'ai travaillé aussi pendant 2 ans dans le 8e, donc salon de luxe, où j'étais le coiffeur de personnes Tu peux nous dire. Hein. connues. Allez. Allez, Ouais, après, c'est des actrices très... donne-nous un ou deux noms. Alors, il y avait l'ex-femme de Francis Huster qui était Christina Riali. Ah oui, oui, oui. Voilà, donc j'étais D'accord. son coloriste. La femme de Depardieu qui s'appelait Clémentine. Alors, vu qu'il a changé pas mal de femmes entre-temps, je sais même plus, c'était... Une de ces femmes, quoi. Voilà, une de ces femmes. Il y avait Charlotte Valandré. D'accord. Voilà, plein de femmes comme ça, en fait. C'était c'était pas la période de la télé-réalité. On coiffait des vraies personnes. des vraies personnes. Oh, c'est dégueulasse ce que je De dis. luxe. C'est dégueulasse ce que je dis. Et donc en 2014, non, c'est vraiment dégueulasse ce que je dis. Mais c'est vrai. En 2014, donc tu as décidé de travailler à domicile. Donc du coup, voilà, mes contrats se sont terminés donc dans ces salons de luxe. Et je venais de me marier et j'étais en train de me dire, mais il manque encore quelque chose, je sais pas quoi, mais il me manque quelque chose. Et c'est vrai que j'ai tendance à vouloir peut-être un peu trop rêver. Alors après, la preuve, hein, j'ai été jusqu'où je voulais aller. Et j'ai dit, écoute, j'ai dit à ma femme, là, il va falloir que je recontacte mes clientes. Les anciennes. Les anciennes, je retrouvais tout le monde sur Internet, Facebook, etc. Et pour leur dire, écoutez, je vais me mettre à domicile en région parisienne, quoi. Et donc, du coup, j'en ai fait et je voulais en faire 6 mois. Et je me suis dit, je vais en faire 6 mois et on va voir. Mais mon rêve, c'était d'ouvrir mon salon. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à en faire 3 ans. Et ça a été vraiment 3 ans de bonheur. Et j'ai rencontré énormément de monde et on devient un peu psychologue aussi des gens. Bien sûr. On connaît beaucoup la vie des gens, on essaye de conseiller malgré qu'on est coiffeur aussi. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé avec énormément de monde, trop d'appels, et les réseaux sociaux commencent à être à la mode. Et là, mon nom, je le vois bouger à droite, à gauche. Et là, je me dis, mais en fait, je vais faire comment ? Je sais plus comment faire.
T'as été submergé par le succès en fait. Ouais, voilà, si on peut dire ça comme ça. Et donc du coup... Il a été victime de son succès. Donc ça. Alors souvent on me répète cette phrase-là et c'est vrai que bon, je me dis après peut-être que je l'ai cherché aussi, forcément. Et grâce à ça, un jour j'ai décidé de vouloir ouvrir mon salon. Mais j'avais aussi ce problème que j'avais pas confiance en moi, que là ça allait être mon nom. Parce que je voulais pas ouvrir un salon avec un autre nom. Je voulais vraiment remettre mon nom, Faisal Madi. Donc... Vraiment très maghrébin. Très maghrébin, c'est quoi. lui, en fait. Ouais. Pas forcément, je veux dire, c'est parce que c'est lui. moi, voilà. Je veux dire, il y a bien Franck Provost, Jean-Louis David, C'est parce que c'est toi Camille ou c'est... Alban. Mais t'aurais pu appeler un autre... Ah bah oui. T'aurais pu donner un autre nom. Fais ça le provo, genre, par exemple. T'aurais pu donner un autre nom, je sais pas, chez les... je sais pas, moi, les... Oui, Ah non. on aurait pu trouver. La perle, je Oui, sais bien pas, sûr, le exactement. truc, le polaire. Ouais, c'est vrai. Mais t'as décidé, justement, comme Jean-Louis David, comme Franck Provost, donnez-moi une troisième marque. Camille Alban. Jean-Pierre Voilà, Gaultier. Camille Alban. Donc toi, t'as décidé vraiment de faire Faisal Madi pour montrer... Est-ce que dans ta tête, c'était pas une sorte de vengeance? Ah oui, tout à fait. J'allais Voilà. en venir justement. C'est exactement ça. C'était une vengeance pour moi. Parce que j'ai toujours dit, même à l'ancienne patronne à l'époque, en 2009, je crois que c'était, je lui avais dit, un jour, je reviendrai en fait. Vous allez me revoir. Je reviendrai. Je reviendrai. Bah, ça veut Terminator, quoi. pas. Terminator. C'est ça, Terminator. Je reviendrai. Je J'ai reviendrai. une petite question. Avec tout ce que tu as vécu, donc tu as trouvé du soutien avec tes clientes, de Oui. part des clientes. Est-ce que tu en parlais à ta famille, Oui, ta femme, et bien sûr. quelles étaient leurs réactions? Elles te soutenaient? Elles On étaient me soutenait, ouais. Elles étaient choquées aussi un peu? Alors, forcément, au départ, les premières fois, comme je dis en 2004, je me rappelle d'une phrase de mon père qui m'a dit ouais, écoute, mon fils, tu sais, c'est compliqué déjà pour nous. Alors, s'il te plaît. Alors, c'est pas grave, accepte. Et après, avec le temps, les années qui ont évolué, on s'est quand même pas mal imposé, je veux dire. Mais c'est ça le pire, c'est Ouais. que en France, à cause de justement la discrimination raciale ou l'islamophobie ou tout, on dédramatise le dramatique au fait. Et je trouve ça inacceptable. On est des êtres humains, on est des citoyens du monde. On est des citoyens du monde. La terre nous appartient. C'est pas tel pays ou tel pays ou tel pays qui nous appartient. C'est la terre qui nous appartient. Et d'entendre son père, alors que je suppose que la première immigration c'était horrible pour eux parce qu'ils étaient vraiment victimes de racisme, de dire oui mais c'est déjà dur, c'est horrible. Tout à fait. Est-ce que tu as vécu d'autres formes de discrimination autres que le prénom, je sais pas, le salaire, des choses comme ça? Alors je m'en suis peut-être pas rendu compte, mais oui, j'ai déjà senti sur probablement des propos ou par exemple pour des... Bon, je vais vous parler un exemple, période de Ramadan. Alors je suis quelqu'un, voilà, je vais pas commencer à faire le gars, ouais, je m'impose, ouais, moi c'est Ramadan, il faut pas me donner de travail, je suis fatigué. Non, si je travaille, mon Ramadan c'est pour moi, c'est pas pour les gens. Oui, Je veux dire, moi je m'en fous si quelqu'un boit devant moi, qui mange devant moi, il y a sûr. aucun problème. Bien sûr. Mais par exemple, à l'époque, je sais que le Ramadan, donc on devait le casser, par exemple, ça devait être vers 17h ou 16h. Ça dépend de... Voilà, c'était en hiver à cette époque-là. Et je me rappelle que j'avais dit, bah écoutez, moi je prends ma pause déjeuner, je la prendrai vers cette heure-là. Et sinon, je travaille pendant la pause déjeuner. Allez déjeuner, moi Tu bosses. je bosse, il n'y a aucun problème. Et c'était oui, mais quand même, je comprends pas, mais pourquoi? Et c'était tout le temps des Des remontrances. Oui, voilà. Mais par contre, tu prends pas une demi-heure, hein. Tu prends 10 minutes à 16h. Oui, ok, il n'y a pas de problème, je mangerai chez moi, il n'y a pas de souci, ou je mangerai j'ai ramené quelque chose dans mon sac à dos, je mangerai dans le RER, il n'y a aucun problème. Et voilà, je disais rien. Ouais. Je disais rien, mais... T'as pas eu un moment où t'allais péter un câble, au fait? Bah, je pense que le moment où... Le moment... Non, vous savez ce que c'est l'hypocrisie là-dedans? Je me suis rendu compte. Moi, je travaille en restauration, par exemple. Ouais. Je travaille longtemps en restauration. Et l'hypocrisie qui est dingue là-dedans, c'est que j'en ai vu plein, moi, des musulmans à qui on disait ouais, faut pas aller, prenez pas une pause trop longue, je sais pas quoi. Et pendant ce temps, Eux, ils allaient. non, et pendant ce temps, t'as les fumeurs. Et les fumeurs, si tu calcules la pause qu'ils prennent dans la journée, t'en as facilement, honnêtement, t'en as moins pour une heure. Bah, je suis devenu fumeur à cause de ça. T'en as au moins pour une heure. Ouais, voilà. Ah ouais. T'en as au moins pour une heure. C'est-à-dire qu'en gros, tu refuses à un musulman de se prendre une pause de 20 minutes, une demi-heure pour manger à une heure où normalement il est pas censé manger. Bon, après, évidemment, c'était au début de service à 19h, mais tu trouves toujours un moyen de t'arranger pour manger avant ou quoi. J'ai jamais vu un musulman qui m'a dit bah, je suis désolé, c'est mon repas qui passe avant tout, de toute façon. Ouais, non, mais Donc il y a toujours moyen de se débrouiller. Mais par contre, tous ceux qui sont fumeurs ou quoi, moi je travaille avec des fumeurs, moi qui fume pas, c'est une horreur. C'est-à-dire que tout le temps ils veulent fumer. Oui, c'est vrai. Tout le temps. Ils sont bien clients, il faut les fumer. À un moment donné, ils prennent plus de pauses que n'importe quel musulman sur cette terre.
Donc, non, mais c'est la vérité. Bah, il y a alors, si en plus t'es musulman et tu fumes, reste tombé. C'est foutu. Toi, tu t'y connais en sport, Clément. L'entraîneur, là, celui qui entraîne l'Égyptien, là, je sais plus dans quelle équipe, il avait dit, moi, je donne toujours 2 ou 3 minutes. Non, j'arrête l'entraînement 2 ou 3 minutes. Mais ça se fait en France, certains fois. Voilà, c'est à cause de ces joueurs musulmans, parce qu'ils prennent plus le temps de se laver, parce qu'il y a un rituel pour se laver. Et moi, je trouve ça, c'est du respect. C'est Je sais Jürgen plus, Klopp, c'est un Allemand qui a dit ça, qui entraîne Liverpool, qui expliquait ça. Il a dit qu'il avait 2 joueurs comme pour ne citer comme l'Égyptien, je sais plus comment il s'appelle. Oui, comme Mohamed Salah. Voilà. Mohamed Salah et Sadio Mané, qui est sénégalais et musulman, à qui il expliquait, en gros, moi, qu'il soit musulman, ça m'a jamais posé de problème. C'est gérable avec l'emploi du temps. Quand ils doivent manger, ils se prennent leur pause pour manger. Et quand ils doivent faire leur rituel avant la prière, à partir du moment où, en gros, il explique tant que c'est quelque chose qui est gérable. Enfin, tu vois, la prière, c'est gérable. Si ça tombe, voilà, voilà. c'est Ouais. pour revenir à l'hypocrisie. Pour revenir à Bien sûr. l'hypocrisie. Parce que dans les salons de coiffure, je peux te dire, parfois, j'arrivais à la pause déjeuner, j'attendais la coiffeuse 45 minutes. Alors moi je mange jamais. J'attendais 45 minutes. Oui, désolé, c'est ma pause déjeuner. Ok, pour moi, je calculais parce que même dans mon ancien travail, quand je prenais une pause déjeuner, allez, je mettais un quart d'heure, 20 minutes, grand maximum 20 minutes si je prenais une salade, un plat. C'est ça, ouais. Mais moi aussi quand je travaillais. Après, c'est parce que actuellement, l'hypocrisie elle est là, c'est que. Je crois que c'est triste à dire, mais en ce moment, l'islam, il n'est pas bien vu, quoi. Ouais, donc, quoi qu'il arrive, ça fait un petit moment maintenant que c'est pas bien mais vu. ça n'a jamais été bien vu. Toute excuse sera bonne à prendre. C'est-à-dire que maintenant, si t'es musulman et que tu veux manger un truc parce que t'as pas mangé de la journée, c'est parce que t'es musulman et donc tu fais chier le monde. Mais si toi tu fumes des clopes et pendant qu'une heure t'es pas là, c'est pas grave parce que c'est qu'une clope. Tu vois, en fait, c'est tout est comme Clément ça. a une rage envers les fumeurs, ses collègues fumeurs qui prennent des pauses à chaque fois en fait, pour fumer. Déjà, c'est relou. J'avoue, quand tu travailles en restauration, encore plus en restauration, parce que des fois, t'as besoin de quelqu'un et qu'il va fumer pendant que toi, t'es en train de te faire chier, c'est chiant. Déjà, c'est chiant. Quand tu vois quelqu'un qui fait plus de pauses que toi et qui derrière va te faire chier parce que tu vas regarder ton téléphone 5 minutes alors que. Voilà, c'est sûr. D'une, c'est chiant. Mais à tout ça, c'est juste parce que je trouve pas ça équitable en fait. C'est pas grave, tu vois. Enfin, il va bouffer une demi-heure, il a pas bouffé de la journée, ça va pas te déranger. Au lieu de la prendre à midi, à ce moment-là, il va bosser le midi. Oui, voilà, et toi, il va prendre le soir avant de partir. Voilà, souvent, ça, en plus, les salons de coiffure, ça va quoi, 20h 21h, grand max. Oui, ouais, grand max. 21h. Il va se prendre une demi-heure selon les saisons, entre 17h30 et au contraire, normalement, ça devait arranger parce qu'au moins, il y avait quelqu'un qui assurait la pause déjeuner. Donc, franchement, moi, je te dis bravo parce que j'aurais pas supporté déjà qu'on me change mon prénom, ensuite qu'on respecte pas mes croyances, qu'on me traite de tu t'habilles comme une arabe, non, moi ça j'aurais pas supporté du tout. Donc c'était au fait tout ça a été la motivation pour ouvrir ton salon. Et voilà, et donner mon propre nom. J'ai une petite question si je peux me permettre. Là, on parle de la discrimination au travail. Est-ce que tu as subi de la discrimination auprès des tiens ? Je m'explique. T'es un garçon, coiffeur, c'est rare, rebeu, donc ça fait pas très viril tout ça. Ouais. Est-ce que tu as connu justement de la discrimination en ce sens ? Eh ben pas du tout. D'accord. Ni du père, ni des oncles, Ni des potes parce que des potes, des fois, ça peut Non, arriver. j'ai eu certains potes qui m'ont dit, alors plus tard, ouais, tu coiffes des femmes, c'est haram. Oh ouais. Ah, si on devait calculer tout ce qui était mauvais. Exactement. C'est La question est de savoir, est-ce que, mais toi tu coiffes des femmes, mais qu'est-ce qu'ils font eux avec les femmes Ah, voilà, Parce que du exactement. coup après ils vont se poser, ouais, toi c'est pas haram, mais moi je coiffe des femmes. Ouais, bon, Voilà. ça c'est l'hypocrisie. Mais oui, tout le temps, comme ça. C'est une autre sorte d'hypocrisie pour dire C'est que ça. l'hypocrisie. Ça va dans tous les sens. L'hypocrisie règne. Donc il y a eu un jour un article sur toi sur le magazine La Gazelle. C'est ça, donc 5 mois Et La après Gazelle, est-ce que tu l'ouverture. peux nous dire qui... Alors du coup, voilà, en fait, j'avais donc toutes ces personnes pendant le domicile qui me suivaient sur les réseaux sociaux. Et je ne savais pas qu'il y avait Kenza Brega. L'ancienne de Secret Story. Ouais. Love Story. Ah oui, on est encore plus Love loin, Story, avec oui, Loana oui, et compagnie. Donc voilà, Kenza Brega qui est donc animatrice radio à l'époque et journaliste maintenant, oui. Voilà. Et donc elle prend rendez-vous, je ne savais pas que c'était elle, et je la vois arriver donc au salon et je la reconnais forcément. Elle me dit pas qu'elle travaille pour le magazine Gazelle, donc on fait sa prestation et à la fin elle me dit j'attendais de savoir si j'allais aimer ce que tu allais me faire parce que ça fait au moins 2 ans que je te suis sur Facebook. Et là je dis ah ouais, ok, d'accord. Et donc elle me propose de revenir faire un article et là elle vient me faire un article quelques temps après et l'article sort et c'est l'explosion dans le salon. Voilà, ça veut dire que je suis passé de mes clientes de domicile pendant 4 mois d'ouverture du salon où j'avais à peu près en bagage, on va dire
entre, on va dire, 30 bonnes clientes. Et je suis passé à un téléphone qui explose, les gens qui se déplacent, et j'étais À des 3 mois d'attente. Alors ça, c'est après. Hein. On a une star en fait avec nous. Parce que moi, là, il m'a dit qu'il serait pas Non, là, disponible pour moi jusqu'au mois de février. Voilà, les prochaines dispos sont au mois de février. Voilà. Et je travaille de 10h à 21h non-stop. Et tu prends pas ta pause déjeuner. Vous êtes combien dans le salon? On est 2. C'est pas énorme. Problème en France, c'est que c'est ça. Tu fais la barbe aussi? Alors je suis pas barbeur, je suis coloriste. D'accord, ok. Moi je m'occupe vraiment de la femme. Que des dames un peu âgées, tu dois avoir des dames âgées un peu, non? De tout, de tout âge et de toute origine. Voilà. Non, mais, Voilà, je coiffe de tout le monde, je coiffe tout Et le monde. donc de là, de l'article à Gazelle, ben, ça a été le boom. Ça a été le boom, ouais. Ça a été le boom et vraiment je m'y attendais pas du tout. Est-ce que tu peux nous dire les personnes connues qui sont venues après ça dans le salon? Alors j'ai eu donc, alors peut-être pas grâce au magazine, ça a été fait ça a été fait par, on va dire. Bouche à oreille, par exemple. Comment? Bouche à oreille. Bouche à oreille, ouais, voilà, exactement. Il y a eu la chanteuse Kenza Farah. Il y a eu une chanteuse qui s'appelait aussi Soraya Ama. Elle avait, voilà, quelqu'un qui était connu sur YouTube qui avait repris une reprise de Booba et qui est chanteuse. Ouria Les Yeux Verts, voilà, Zora Amiti, qui est une très bonne amie maintenant. Je me suis occupé aussi de certains candidats de The Voice il y a 3 ans avant les primes. Il y a 2 ans de ça. Avant les primes, donc ils étaient envoyés chez moi parce qu'ils étaient de région parisienne, donc je les coiffais, ils partaient directement en tournage. Et donc il y a eu qui encore? Il y a eu Inès Reg, les paillettes, voilà. Alors elle, c'est trop fort parce que non, après. Alors non, la veille. Non. Oui, c'est-à-dire que moi j'ai surfé sur son buzz à elle en fait, et donc je la remercie. La veille qu'elle fasse. Ouais, et en plus ça a été incroyable parce que je l'ai rencontré. On s'est pas du tout contacté, personne nous a mis en contact. Ouais. C'est que je suis parti à un centre commercial qui est pas très loin là de Paris, à une porte, et j'y vais jamais à ce centre commercial là. Et je dis à ce jour-là à ma femme, je dis bah viens on y va. Et je vais à Zara tout simplement. Et il y avait personne dans le magasin et je la vois arriver et je la reconnais pas. Et ce qui était drôle, c'est que on se regardait elle et moi, mais on s'est pas parlé. D'accord. Et je me dis ouais c'est bizarre, elle me dit quelque chose mais je vois pas qui c'est. Bref, donc le soir je rentre chez moi et je feuillete un peu Instagram et je vois des vidéos d'elle qui tournent et je me dis mais non c'est elle et tout, et je lui envoie un message privé, je lui dis excuse-moi t'étais pas Zara Elle me dit si, mais elle me dit dis-moi, elle me dit tu n'es pas le coiffeur de Zora Amiti? Je lui dis si, je dis mais par contre t'as vraiment besoin de quelque chose pour tes cheveux quoi, parce que là c'est pas possible la couleur. Et je n'osais pas lui dire en fait dans le magasin, parce que j'avais peur que ça soit pas elle surtout. Et donc du coup voilà, ça s'est fait comme ça, et mon frère qui est journaliste en fait nous fait les tournages de vidéos, et donc on a posté ça sur nos chaînes YouTube et tout, et donc elle avait fait donc le jour même elle avait fait la vidéo les paillettes, et donc le lendemain il y a eu le buzz, et donc moi j'ai pas compris ce qui s'est passé derrière, et les gens étaient comme des fous en fait, ils débarquaient au salon. Et c'était, on peut prendre une photo? J'ai dit ouais, je suis coiffeur. Donc là, moi, l'analyse que je fais, d'après tout ce que tu dis, il y a eu la bienveillance de ta communauté. Alors oui, c'est vrai. Pour les coups de pouce pour ce gros coup de pouce de carrière, on va dire, c'est vrai que la communauté, elle était là. Elle était là, et quand je regarde même au niveau des gens, on va dire connus, pourtant je fais pas du tout. Je veux pas justement te faire cette différence, parce que j'ai des super clientes françaises, juives, musulmanes, de tout, il y a toute origine, toute couleur, tout est mélangé, toute confession exactement. Et mais les gens qui ont donné ces coups de pouce en fait, c'est vraiment les gens de la communauté, ouais. C'est vrai que et pourtant, on m'a souvent dit, oui, les Maghrébins, ça se tire plus dans les pattes. Je pense peut-être parce qu'ils sont confrontés à ce genre de problème. Je pense que maintenant, alors dans ces cas-là, c'est peut-être maintenant qu'on va sentir... C'est maintenant qu'il y a une solidarité. Avant, non. Mais maintenant, et surtout dans le domaine de Faisal, dans la coiffure, il y a très peu de... On a Myriam K, dans les gens connus. Oui. De confession maghrébine ou musulmane, ou vous avez vu. Non, moi je te parle de maghrébin, je te parle pas de. Alors maghrébin, qui est très connu. De confession, il y en a pas d'autres.
Il n'y en a pas d'autres, il faut te dire la vérité. Quand tu vas dans des salons de coiffure maghrébins, tu te fais plus brûler les cheveux qu'autre chose. C'est vrai que la plupart des rebeux, le cliché qu'on a sur les rebeux coiffeurs, c'est ceux qui prennent une tondeuse et à 10 balles, ils font une coiffure. Alors oui, dégradée, tu vois. pour toi, parce que t'es un gars, mais Voilà, c'est une femme. mais moi je sais que quand je vais dans un salon de coiffure maghrébin, je sais que je vais me faire brûler les cheveux. Et surtout que moi, mes cheveux, c'est pas des cheveux frisés ou des cheveux, mais tellement que voilà, ça a tendance à. C'est la même, comment vous dites, qualité, texture et en tout. fait, automatiquement, on dit. C'est trop bizarre parce que voilà, en fait, je pense qu'on s'est tellement mis des codes tous. Par exemple, toi, tu es guadeloupéenne, c'est ça? Oui. Voilà, regarde, t'as les cheveux fins. Très. Tu vois, et pourtant, t'es guadeloupéenne, quoi. Et voilà, maghrébine, et elle a pas les cheveux, comme on dit, harash, quoi. Voilà, j'ai pas les cheveux frisés. Et une fois, j'ai vu, d'ailleurs, ça m'avait choqué. Je devais faire un brushing à la dernière minute. L'embout était en métal. Je dis, mais ça va pas, vous voulez me brûler les cheveux? Ah oui, là, ouais, c'est dangereux. Donc, donc voilà. Donc pour nous, moi, en tant que maghrébine algérienne, je connais que toi comme coiffeur, voilà, qui a un nom et qui fait surtout de bonnes couleurs, qui fait de la qualité, donc qui fait du bon. Chez Faisal, du fait. Non, en fait, je l'ai connu via un ami et j'ai vu les photos, j'ai vu son Instagram et je suis tombée amoureuse de son blond polaire. Et j'arrête pas de le harceler avec ça. Et je trouve que les commentaires et même tout ce que je vois sur son profil Instagram, c'est de la qualité. Et aussi, ce qui m'a, on va dire, ce qui m'a motivée à l'inviter et aussi à faire son blond, c'est que il a fait une formation chez le célèbre coiffeur Mounir. Je ne sais pas si tu as entendu parler, le Libanais. Alors c'est le coiffeur international le plus connu en fait. Le plus connu, ouais. D'accord. Voilà. Et donc tu as fait une formation chez Mounir, il était venu en France. C'est ça, en juillet dernier. Et tu as fait une formation. Voilà, exactement, la masterclass. Et donc ce Mounir, il fait quoi? La mode? C'est un coloriste. Il est international. D'accord. Toutes les stars arabes du Moyen-Orient, elles vont toutes chez Mounir, c'est obligatoire. Mounir, c'est le magicien, c'est le chirurgien du cheveu. Moi, je l'appelle ça, c'est le chirurgien du cheveu. Alors après, c'est vrai qu'il vend du rêve, mais après, il y a aussi, il faut dire la vérité quand même à un moment donné, c'est qu'il y a aussi, on peut pas tout faire à tout le monde. Et ce qu'il va faire et ce qu'il va montrer en vidéo, c'est vrai que ça va vendre du rêve, mais peut-être. Mais ça ne peut pas convenir à tout le monde. À tout le monde. Je suis tout à fait d'accord. Par exemple, une femme qui a des cheveux noirs, qui veut aller, par exemple, sur un blond polaire directement, c'est impossible. Alors noir, mais coloré. Coloré. Mais noir naturel, on peut. Ah. Eh oui. Bien sûr. Donc si quelqu'un a les cheveux noirs colorés et qu'elle veut du blond, c'est galère. Alors, non, c'est mort. Non, alors coloré, oui. C'est mort. C'est mort dans le fibre, là. Voilà, mais une perruque, c'est mieux. Bah oui, ouais, non, c'est clair. Déjà, tout ce qui est cheveux naturels, c'est mieux à manipuler. Exactement, c'est ça. Et souvent, dans des vidéos qu'on peut voir, même chez Mounir, souvent les vidéos ou des cheveux naturels ou des cheveux colorés. Dans le clair. Mais dans le clair ou dans des marrons, des noisettes. Et voilà, et on sait qu'elles vont couper ou elles vont mettre. Et même ces coupes de cheveux, moi je les trouve magnifiques. Non, par ces contre, coupes de cheveux. il est très technique. Ces coupes de cheveux, c'est au millimètre près. Tu devrais taper. Je vais aller voir Mounir, il a un Insta. Exactement, il a un Insta. Alors en plus de ça, c'est que Mounir, il est très malade actuellement. C'est vrai? Il s'est fait opérer du cœur. Il est à Chypre. Et je crois qu'il est. Alors si je me trompe pas, ça va moyen. Ça va très. Ça va pas. Ouais, vraiment pas du tout. D'accord. Ouais, aïe. Voilà. Et justement, revenant sur la discrimination, et ben même Mounir, ici en France, a eu des difficultés. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. Alors Mounir, il a fait énormément de formations, que ça soit en Turquie, que ça soit en Italie, partout en Europe. Et il a été reçu, mais vraiment comme une star. Je l'appelle Madonna, moi. Voilà, comme une vraie star. Et en France, tout s'est bien passé pendant la formation. Et dès que ça s'est terminé, tout le monde l'a descendu sur les réseaux sociaux. Oui, je comprends pas, vous payez 2000 € pour une formation qui sert à rien, c'était que du show, nanana. Mais non, en fait. Et ça, tu penses que c'est parce qu'il est arabe?
Oui. Moi, je pense qu'il y a un problème. Oui. Moi, je pense qu'il y a un problème avec ça aussi parce que c'est vrai qu'il était submergé par toute cette notoriété, les gens qui étaient comme des fous devant lui. Mais je veux dire, il a fait un vrai truc. Maintenant, voilà, mieux t'étais placé, mieux tu voyais, mieux tu comprenais. Il y avait quand même des traducteurs pour chaque pays, parce qu'on n'était pas que la France. Hein. Il y avait tous les pays. Hein. C'était un truc de fou. Et franchement, ça m'a fait mal au cœur. Et j'en avais même fait une vidéo sur mes réseaux. J'étais le seul, je crois, à avoir fait ça, parce que tous les autres. Il y en a beaucoup qui l'ont descendu et moi j'ai trouvé ça dégueulasse en fait parce que bon bah voilà le gars il a quand même une équipe autour de lui c'est qu'il est connu, il est international. En fait je pense que le problème c'est que quand dingue, vous êtes connu et en plus vous êtes connu mais pas ouais voilà t'es un maghrébin et t'es connu ça pose des problèmes ça pose des soucis. En plus c'est même pas maghrébin, libanais genre exactement. Ouais mais ça reste un arabe. Voilà, ça reste un arabe. Donc toi tu as été très très satisfait de ta formation. Moi j'ai été super satisfait. Ça t'a rapporté un plus. Exactement. Et tu utilises même ces produits. Oui exactement. Qui sont là je suis en train de faire la pub. Allez. Qui sont de qualité, on est d'accord. Ils sont de qualité, exactement. Ouais, c'est des très bons produits et puis il a des très bonnes techniques et puis voilà, moi j'ai mes DVD, j'ai mes notes, j'ai tout ça. Par exemple, tu m'avais parlé, quand on s'était parlé, tu m'avais dit par exemple Mounir, c'est hors de question pour lui qu'il fasse une coloration ou des mèches sur des cheveux qui ont déjà eu des lissages. Alors surtout les décolorations. Voilà, il nous l'avait dit, pour dire que le mec est très très professionnel. C'est pas un mec qui va venir que tu vas lui demander une couleur, il va la faire et puis ton cheveu c'est à tes risques et périls. Mais il paraît qu'il refuse énormément de monde dans son salon, des gens qui pensent que. Moi j'ai une cliente qui a été. Et qui est revenue et qui m'a donné son ressenti. Elle était venue. Elle t'a dit quoi ? Alors elle avait les cheveux fins de un peu couleur, un peu noisette, et elle voulait du gris. Et c'est lui qui a un peu sorti le blond gris très à la mode. Ah oui ? Et ouais. Et moi je lui avais dit avant de partir au Liban, je lui avais dit écoute. Voir du blond gris sur toi, ça va pas être possible. Tes cheveux, tu vas les retrouver dans le lavabo. D'accord. Oui, d'accord, mais je vais quand même y aller. Non. Bon, ok, elle a été. Elle est revenue. Je lui ai dit t'as pas changé ? Elle me dit figure-toi que j'y suis allé et ils m'ont dit ça va pas être possible de décolorer, on peut vous faire une patine parce qu'elle avait dû éclaircir déjà un petit peu avant ou ils lui ont fait une patine et elle m'a dit après je suis parti à la plage tout de suite après. Il y a pas la patine elle glisse donc forcément il y a plus rien donc elle est revenue, il y avait rien. J'ai dit voilà, donc t'es au courant de ce qu'on dit que voilà. Mais c'est-à-dire que si lui le dit, ça passe peut-être mieux ça passe que si par exemple Faisal l'avait dit. Alors non, moi avec mes clientes à moi, franchement, il y a aucun problème. Quand je dis que c'est pas possible, c'est pas possible. Mais je dirais que des fois j'ai toujours des nouvelles qui arrivent et ils pensent que quand ils voient Internet, les réseaux, machin, oui mais t'as fait ça sur... Oui mais peut-être que sa base, elle pouvait le faire en fait, tout simplement. Je veux dire, on n'est pas des magiciens. C'est ça. On peut avoir de l'art dans les mains, créer quelque chose, faire des belles choses, ressortir des belles couleurs, mais on peut pas non plus modifier. C'est comme un chirurgien esthétique. C'est pour ça que moi, depuis tout à l'heure, vous êtes en train de parler de cheveux. Et là, ça se trouve. Il est pas trop d'avis là-dessus, si vous voulez, pour des raisons techniques. Il y a longtemps que je me suis résigné sur le fait de faire des couleurs, en fait. Mais justement, moi, je pense que c'est ça la différence entre les personnes qui, sur le long terme, ont du succès et ceux qui n'en ont pas. Ouais. Les personnes qui osent dire la vérité, genre non, c'est pas pour toi, on sait que c'est bienveillant. Bien sûr. Et après, le bouche à oreille fonctionne et ça fait... Tout à fait, exactement. Bien sûr, moi aussi, sur ça, j'ai une anecdote et c'est pas un coiffeur, c'est un médecin esthétique. Quand je suis partie chez lui la première fois, je voulais faire la ride du lion parce que tout Algérien, on a une ride du lion. T'as pas, toi, tu l'as pas ? J'ai pas la ride du lion, pourtant mon père l'a. Mais... tous les Algériens, on est comme ça, donc automatiquement, on a la ride du lion là. Je l'aurai plus tard. Donc je voulais... Non, je l'ai eu très jeune, moi je l'ai eu à 14 ans, je crois. 12-14 ans, j'ai commencé à l'avoir. Moi, je le vois pas. Preuve que je faisais souvent la gueule. Et je voulais aussi, comme j'ai 39 ans, un peu ici, là, je voulais les lèvres, je voulais aussi qu'il me fasse le contour du visage. Ensuite, il m'a bien regardé, il m'a donné une carte de visite, il m'a dit, je vous conseillerais ma collègue. J'ai lu, j'ai dit, ok, d'accord, j'ai pris la carte. Qu'est-ce que j'ai lu ? Psychologue. Oh mince! Non, je m'attendais pas à ça, jamais. Je m'attendais pas à ça. Psychologue. Il m'a dit, mais Madame Bellabasse, vous avez un problème ? Il me dit, mais non. Il me dit, d'accord, la ride du lion, je peux vous la faire. Mais autre chose, c'est pas tout le visage. Mais pas tout. Après, il m'a sorti une espèce de règle, comme ça, pour que vraiment j'assimile, parce que moi, j'étais dégoûtée. Je dis, vous me refusez, pourquoi vous voulez pas me faire ça ? Mais moi, j'ai 39. En fait, j'étais fixée sur l'âge. Et il me disait, mais non, il a commencé à prendre une règle. Il me dit, regardez, il me dit, chez nous, les médecins esthétiques, il me dit, votre asymétrie, elle correspond. Elle est parfaite.
Il me dit en plus pour une femme de 39 ans, votre peau, il me dit mais moi je la touche mais pas. t'es archi pari. Enfin, on a le même âge, tu vois. Archi paridé. Non, mais j'ai le même En même âge. temps, 39 ans, ça va quand même. On a le même âge, donc tu vois, je peux me permettre. Enfin, il n'y a pas de. Et donc voilà, pour dire que les gens, il y a des gens qui font vraiment leur métier, il y a des gens qui ont une éthique, ce qu'on appelle l'éthique. Donc toi, tu as une éthique, les autres... Parce que tu as des gens, comme les médecins esthétiques, comme les coiffeurs, ah d'accord, vous voulez ça, ok, je vous fais. Ouais, oui, Après, voilà, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc Faisal, est-ce que là, maintenant, tout de suite, on peut dire que tu es en pleine ascension ou tu es en pleine notoriété? Qu'est-ce que tu... Je suis en plein quelque chose, mais... Est-ce que pour toi, c'est une ascension ou c'est de la notoriété que tu as en ce moment maintenant, ou c'est juste le début de la notoriété et le début de l'ascension? Probablement le début de tout, alors. J'espère, en tout cas. Le début de tout, voilà, je dirais ça. Alors moi, il y a une petite souris qui est venue me dire que tu as d'autres projets. D'autres projets, oui, alors c'est vrai que j'ai d'autres projets. Est-ce que tu peux nous en parler comme ça vaguement? Une marque de chemise. Alors non, pas du tout, pas forcément. Non, toujours dans... Il a dit ça parce que ta chemise elle est fleurie, Elle est franchement fleurie, Clément. Elle est très belle en plus. C'est gentil, merci. Non, du coup, je rêverais de créer un salon appartement. Waouh. Donc, voilà, mais toujours dans ma banlieue. Voilà, peut-être pas à Sevran, mais je veux dire toujours dans le 93. Probablement, mais créer le premier salon Parce que toi, c'est vraiment le 93, ça a été une revanche. C'est là où tu as été discriminé, paradoxalement, et c'est là où tu veux... Tout à fait, je veux montrer qu'un rebeu peut aussi coiffer des femmes et réussir, avoir un nom et avoir un... Alors qu'as-tu, parce que là on arrive à la fin de l'émission, Pas de souci. Qu'as-tu comme conseil à donner aux gens qui sont victimes de discrimination, aux gens par exemple qui ne croient plus en eux-mêmes, des gens qui veulent persévérer, qui n'arrivent plus? Quel conseil as-tu à donner d'après ton expérience personnelle? Moi, le conseil que je peux donner, c'est faire comme moi en fait. Toujours croire en ses rêves. Vraiment, croire fort, même si ça peut être très dur, même si à un moment donné, on va se manger des claques. Il faut toujours y croire et ne pas perdre espoir, malgré que des fois, il y a des moments où on doute. Mais il faut vraiment garder son rêve en fait. Il faut pas le mettre de côté. Parce que toi, tu as été fort de personnalité. Mais si les gens sont faibles et ils sont... Et influençables, c'est... Influençables, et s'ils ont trop la pression et ils se disent c'est bon, j'arrête. Pour une personne qui est faible de personnalité, pas forte de personnalité. C'est compliqué. Là, qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce qu'il devrait s'entourer? Est-ce qu'il devrait parler? De ne pas avoir peur d'en parler? Non, je pense qu'il faut être déjà bien entouré. Moi, c'était le cas, donc il faut avoir un bon entourage bien solide. Et il faut pas avoir peur de parler, effectivement. Il faut pas avoir peur d'en parler, il faut dire ce qu'on pense, il faut s'imposer, parfois même crier. Mais voilà, c'est normal. Ouais, moi, je crie beaucoup aussi. Moi aussi, je connais. Pas. Ça, c'est ma spécialité, n'est-ce pas, Clément? Oui. C'est le côté algérien, ça. Nous, c'est que les malades. Voilà, c'est que c'est pas un Algérien. Faisal, je te remercie beaucoup d'avoir participé à notre émission, d'avoir partagé avec nous ton expérience. Avec grand plaisir. Et comme vous l'avez compris, ce soir nous avons parlé de discrimination. Et je dirais, pour résumer, croire en soi et persévérer, je dirais la résilience. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire la résilience, allez dans le dictionnaire. La résilience est la capacité à faire face aux adversités de la vie. C'est ce que tu as eu. Transformer la douleur en force motrice pour se surpasser et en sortir fortifié. Une personne résiliente comprend qu'elle est l'architecte de sa propre joie et de son propre destin. Voilà, et je pense que c'est ton histoire, Faisal. Parfait. Donc au nom de toute l'équipe IRM, on te souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup, c'est gentil. Inch'Allah, tu reviendras avec Inch'Allah, avec grand plaisir. D'autres projets ici, avec tu seras plaisir. toujours le bienvenu. Alors, chers auditeurs et auditrices, ça c'est la dernière émission de 2020, cette année 2020 qui a été très 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 bizarre. Donc je vous souhaite une bonne fin d'année en espérant que 2021 sera meilleur pour le monde entier et surtout souriez, riez, profitez des moments de joie car cette année nous a fait comprendre que les petits plaisirs étaient vraiment les plaisirs les plus luxueux et les plus recherchés. Je vous embrasse très très fort. Vous étiez sur IRM.radio dans l'émission You Can, l'émission qui dépasse tes limites, vos limites et nos limites. Bonne soirée et à bientôt.